Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmonie Inside. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Be Harmoniste. Et nous, ce qu'on aime, c'est de voir des entreprises qui soient 100% cohérentes et surtout alignées. Et WeMaintain en est un magnifique exemple. De son statut d'entreprise à mission à son recrutement, en passant par ses valeurs, son développement international ou encore sa récente levée de fonds, c'est l'histoire que nous raconte Jade, la cofondatrice et CEO de WeMaintain. Bonne écoute à tous. Bonjour Jade. Hello. Comment ça va ? Plutôt bien, merci. Plutôt bien. Ouais. Ça va. C'est bon. Écoute, on est chez WeMaintain. On est très bien. Je crois que c'est plutôt une bonne période pour toi parce que du coup, il y a une grosse soirée ce soir pour fêter une super levée. Oui, exactement. On va en reparler, je pense. C'est super cool. Mais avant de faire ça, de manière un peu traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors j'ai combien de temps pour me présenter ? 30 secondes, 10 minutes. Je sais pas si je te donne des cadres. Non, c'est bon. Non. Alors pour me présenter, donc je suis Jade Francine. Jade c'est le prénom, Francine c'est le nom de famille. J'ai 32 ans, je suis cofondatrice et COO de WeMaintain. En ce qui me concerne, je peux dire, je suis française d'origine indienne. Avant WeMaintain, j'ai fait des études assez classiques, un peu dans le moule, sciences po, du droit et tout. J'ai fait Sciences Po Bordeaux, j'ai vu qu'on avait quelque chose en commun. Bravo, quelqu'un de très bien. Et puis après, finalement, à la fin de mes études, je suis partie en Chine. J'ai fait un master de droit chinois. J'ai travaillé en cabinet d'avocat d'affaires à Shanghai. Tout ça pour finalement rentrer en France en 2017 et lancer WeMaintain. Donc ça fait faire 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi. Voilà, en gros, ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait très court. Mais t'as découvert plein de choses, donc je pense que c'est l'exercice réussi. Alors du coup, justement, WeMaintain, est-ce que tu peux nous raconter, d'où ça vient ? C'est quoi la genèse de WeMaintain ? Bien sûr, ouais. Ça, je vais faire un peu plus long quand même. Du coup, WeMaintain, donc ça a été créé en 2017. Le constat c'était assez simple, c'était donc juste on est 3 associés et tous les 3 et là t'es plus en cabinet d'avocat en Chine là je suis en cabinet d'avocat en Chine et en fait je rencontre Benoît Dupont qui est le CEO de WeMaintain et lui il travaillait pour le major dans l'industrie de l'ascenseur qui est Otis. Il gérait toute la partie Asie du Nord et on se rend compte, moi j'étais à fond dans tout ce qui était start-up, c'était vraiment la clientèle du cabinet d'avocats pour lequel je travaillais. Et puis c'était là vraiment les start-up commençaient à faire beaucoup de bruit, il y avait tout le temps des levées, c'était 2015 de 2016. Hyper excitant tout ça et puis finalement moi à force de bosser avec des start-up, je me suis dit un jour s'il y a un projet qui me plaît, pourquoi pas m'y pencher. Start-up chinoise ou start-up française qui s'implantent en Chine ou il y avait les deux pour le coup. Il y avait les deux. Il y avait vraiment les deux. Puis après il y avait un profil un peu plus particulier en Chine. C'était tous ceux qui avaient bossé pour des grosses boîtes qui avaient été envoyés en Chine et qui finalement disaient pourquoi pas lancer un business en Chine. Ok, les Français qui ont trouvé en Chine du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Donc moi je baignais un peu là-dedans, la French Tech, tout ça, super excitant. Franchement c'était fou. Ouais, c'est fun, ouais. Et donc je rencontre Benoît un jour, puis il me parle de son industrie, tout ça. Bon évidemment franchement je trouve ça pas du tout intéressant, sincèrement. Non, oui, je trouve pas ça. Parce que donc moi maintenant tu anticipes la question du c'est un truc qui est pas très sexy, pourquoi tu as fait ça ? Oui voilà, c'est ça. Non mais vraiment sur tous les podcasts et que j'avais pas prévu de te poser. Et je me dis en effet, je trouve pas ça sexy du tout. Je me dis parce que moi j'étais dans des business où il y en a qui ils étaient sur les drones, sur d'autres trucs où là waouh, mais là l'ascenseur OK, bon d'accord. Mais après quand il m'explique la nature du marché, donc il y a vraiment 4 acteurs qui dominent ce marché mondial, les enjeux il manque de technologie dans l'expérience client, le fait que les techniciens soient pas reconnus, tout ça, je me dis c'est pas inintéressant, je connaissais pas. Et on en parle. Lui, en fait, voulait vraiment changer les choses au sein de sa société. Mais le management, au plus haut niveau, le CEO d'Otis, clairement, n'était pas forcément réceptif à ce moment-là, pour plein de raisons, je pense, qui sont tout à fait valables.
c'est des boîtes cotées, enfin je pense qu'ils ont beaucoup de des processus très compliqués. Bon, oui voilà, donc lui ça le frustrait un peu, et puis à force d'en parler au bout d'un moment, et moi j'étais pas du tout de ce secteur, donc à chaque fois qu'on en parlait je posais des questions et tout. Oui, t'as cette espèce de l'extérieur et t'as une capacité à comprendre les sujets, donc tu challenges les trucs de manière voilà, un peu le côté Sciences Po peut-être. Je ne sais pas. Mais du coup je trouvais ça quand même super intéressant, et à un moment il dit bah pourquoi ne pas monter le projet ensemble. Alors il nous fallait quand même un associé technique. C'est quoi? Mais on s'est dit bon, on va trouver la personne, enfin on va trouver. Et puis il y avait aussi enfin oui, parce que alors déjà du coup je raconte la genèse, mais je dis pas ce que Women Time fait, mais en fait du coup le point de départ c'était de se dire bon bah ça ne marche pas sur le secteur de l'ascenseur. Mais en fait, c'est pas que l'ascenseur, c'est l'immeuble en tant que tel. Il y a d'autres problématiques très similaires sur tout ce qui est gros équipements. Et pourquoi ça marchait pas? Ça marche pas sur l'ascenseur. Alors pourquoi ça marche pas? C'est parce que en fait, donc nous, nos clients, c'est les gestionnaires et les propriétaires d'immeubles. Donc généralement les grands groupes, donc ils ont les banques, les assurances. C'est ça, exactement. Et en fait, donc eux, ils achètent, ils vendent leurs actifs, il faut les gérer évidemment. Et quand ils achètent leurs actifs, généralement il y a des équipements, des installations à l'intérieur qui sont obligatoires. Donc oui, les ascenseurs, les systèmes de sécurité incendie. Enfin, il faut juste que c'est un peu. Il faut que ça marche quoi. Ouais, faut que c'est un peu les organes de l'immeuble. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, c'est un peu ça. Faut que ça fonctionne bien. Et en fait, sur ces secteurs, enfin sur ces équipements, il y a que quelques très gros acteurs industriels. Qui sont beaucoup dans des logiques vraiment d'équipement, donc on fabrique. Oui, ça, en fait, c'est la machine. C'est des fabricants. Oui, beaucoup. C'est sûr. Sauf que voilà, donc oui, il y a la machine en tant que telle. Sauf qu'ensuite, une fois qu'elle est installée, il y a la maintenance qui est obligatoire. C'est encadré dans le monde entier. Et dans cette prestation de maintenance, il y a quand même des relations au quotidien, un client en face qui a certaines exigences. Et c'est vrai que le tournant n'a pas été pris. Alors autant il y a plein d'industries, enfin bon, je vais pas toutes les citer, mais depuis 10 ans, je sais pas, c'est dingue. Enfin je sais pas, parfois je me dis, rappelle-toi le monde en 2010, il était quand même très différent. Enfin il paraît, oui. Même c'est ça. T'as compris. Non mais même sans Covid, etc. Le monde. Mais c'est vrai que c'est un exercice que tu vois pas forcément un truc évoluer parce que ça se fait au quotidien entre guillemets. Et après des fois tu regardes rien, tu fais ah ouais, on avait ça comme téléphone, et puis il se passait ça, et puis on s'habillait vraiment comme ça, et non mais c'est sûr, le monde a tellement changé, enfin il y a tellement de nouveaux services, nouveaux objets, nouvelles boîtes, bon bref. Mais dans ce secteur, donc l'immobilier en particulier, donc la maintenance, non, il y a pas eu il y a vraiment pas eu de changement. Et autant je pense voilà parce qu'il y a pas de raison qu'il y en ait en même temps. Enfin t'as 4 acteurs oligopolistiques qui fabriquent et qui font la maintenance eux-mêmes sur ce qu'ils fabriquent. Bah, t'as quand même un unfair advantage énorme, quoi. Enfin, c'est tes produits que t'as besoin de maintenir. Tu te dis jamais que quelqu'un va aller chercher là-dessus, quoi. Oui, alors après, quand même, ce sont des marchés ouverts, donc tu peux très bien avoir des PME qui vont maintenir sur des installations de majors. Donc ça, il y en avait déjà avant. Ça, oui, il y a toujours eu. Mais bon, toujours est-il que voilà, toutes les industries changent, il y a des niveaux d'attente beaucoup plus élevés. Enfin ça, voilà, maintenant on veut tout en temps réel, savoir ce qui se passe, machin. C'est ce type de marché coche bien les cases de celui où tu peux rentrer d'un seul coup avec une bien meilleure expérience. Enfin, oui. En fait, quand j'ai préparé celui-là, j'ai beaucoup pensé à Alan, qui a fait un peu la même chose sur la mutuelle, qui est globalement le truc le plus chiant du monde, hein. Et nous on est pas mal quand même aussi, mais c'est différent. Ouais, mais tu vois, tu dirais jamais, la mutuelle c'est sexy, et pourtant aujourd'hui tu vois Alan, tout le monde waouh, c'est trop bien, tu vois. Oui. Donc y a pas de raison que c'est pas pareil pour l'ascenseur, quoi. Oui, c'est exactement pareil. Et donc, l'ascenseur et aussi, des systèmes de sécurité incendie, la ventilation, enfin c'est vraiment les mêmes enjeux. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est que ce sont les mêmes clients, ils ont les mêmes problématiques. Le fait aussi qu'on soit sur nous, on s'est tout de suite dit, parce que tous les trois, donc on est 3 associés, tous les 3, on a toujours vécu, on a toujours travaillé à l'étranger, et on s'est tout de suite dit, on veut créer un acteur mondial, et ça tombe bien, parce que nos concurrents, ils sont mondiaux aussi. Et puis l'avantage avec des ascenseurs, normalement, il y en a partout, quoi. Oui. Ouais. Bah oui. Bah nous, les immeubles, ascenseurs, immeubles, il y en a partout, et puis c'est très concentré, parce que voilà, par exemple, des ascenseurs, il y en a pas non plus, il y en a plus dans les villes que oui, tu vas taper que des grosses villes, quoi. Exactement. Donc le constat c'était ça, et on s'est dit franchement, si ça marche avec le cheval de Troie qui est l'ascenseur, on pourra aller sur d'autres secteurs. On s'est dit si ça marche à Paris, on pourra étendre sur d'autres villes, parce qu'au final nos comptes clients sont dans d'autres villes. Et évidemment, quand on s'est lancé en 2017, tout le monde disait oui, vous êtes mignons.
Mais je sais pas, je pense qu'on était hyper motivés, et aussi par le fait que oui, ça j'en ai pas parlé, mais quand même on allait utiliser la technologie à des fins positives, permettre aux techniciens de mieux faire leur boulot, d'être bien considérés, et on se disait bah ouais il y a enfin c'est pas juste on va servir le client, non c'est on revoit tout, on remet tout à plat. On avait aussi dès le début cette idée de qu'on mettrait des objets connectés sur les équipements pour que ce soit plus performant. Et en fait, depuis 3 ans et demi, petit à petit, on met en place, à chaque fois, on rajoute des petites pièces au puzzle. Et ce qui est sympa, c'est qu'on voit, je pense, aussi bien que ce soit les clients, l'équipe, nos investisseurs. À chaque fois, on va dire, bon, on va faire ça. Ils disent, ah oui, bah ouais, c'est assez logique. Donc, on je vois que tu donnes de nouvelles briques qui augmentent ta qualité de service. Ouais, c'est ça. Et en même temps, d'un point de vue business, c'est aussi hyper malin, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Donc voilà pour WeMaintain. Et sur la jeunesse, donc là je suis restée bloquée en 2017. Donc on était deux. On va pouvoir revenir en 2020, t'inquiète pas, 2021 même d'ailleurs, tout va bien. On était deux. On a rencontré Tristan, notre associé. Donc on était deux en Chine. L'idée est vraiment née en Chine. Après, on est parti en Inde 6 mois pour monter la première version de la plateforme, enfin de notre outil technologique, avec un prestat en Inde. Parce que moi, je suis d'origine indienne, du coup, c'était plus facile pour les papiers et tout ça. Enfin, c'était un peu plus facile. Ça t'aide d'être d'origine indienne pour savoir comment faire du business. J'ai des papiers. Ah, t'as des papiers et tout. Moi, j'ai des papiers en fait. Ouais. Donc c'était plus simple. Tout était à mon nom, c'était quand même assez simple. Et le hasard, la sérendipité opère souvent bien, puisque un jour, dans un bar, on rencontre un ami d'amis. Pourquoi il faut aller dans les bars, hein. C'est ça. qui est Tristan, qui est du coup notre CTO aujourd'hui. Mais vraiment, c'était oui, la sérendipité qui a opéré à ce moment-là. Il pleuvait des cordes, et du coup, on pouvait pas sortir. Du coup, on a beaucoup discuté. Et puis après, 2 semaines après, on avait déjà prévu d'aller à Paris. Lui, à la base, à ce moment-là, il était basé aux États-Unis, il faisait des allers-retours entre Paris, San Francisco, et il avait une partie de son équipe qui était à Bangalore, nous on était. Et puis on me dit, nous on va dans Paris dans 2 semaines. Il dit, moi aussi. Puis, on se rencontre, c'est trop cool et tout, on va se voir. Donc on se revoit. Et puis là, encore une fois, génial quoi. On se dit, ouais, il serait bien lui, ouais, mais bon... Il est basé aux États-Unis. Puis finalement, il me dit oui, mais j'ai des problèmes pour mon visa, donc je vais être relocalisée en France. Ah, ça tombe vraiment trop mal, du coup. Ouais, dommage. On me dit ouais, mais bon, lui, vraiment Tristan, il a un profil technique de dingue. On dit, nous, on est un peu les newbies dans la start-up, donc les juniors là, donc. Et puis finalement, on se tourne un peu autour et c'était assez court. Au final, c'était en 3 semaines. Puis il nous dit, vous savez quoi, moi, j'y crois à fond. Je veux vous rejoindre. On lui dit, voilà, vous voulez te proposer, il dit, je sais pas vous en parler. Mais ouais, ça, c'est un truc qui m'avait marqué aussi en cherchant un peu sur l'histoire de Maintain, c'est, en fait, tu lances quand même un produit qui repose quand même beaucoup sur la tech. Vous êtes deux, vous y connaissez pas grand chose en tech. Oui. Je reprends tes mots. Oui. Et pourtant, tu prends pas le premier qui vient, quoi. Non. Pour devenir CTO. Tu prends pas le premier associé, Jamais. tu vas te galérer en Inde à faire à prendre des prestats, etc. Ce qui est pas forcément le plus simple pour avoir un truc pérenne à long terme, j'imagine. Enfin, prendre un prestat qui sont indiens ou pas, hein, tu vois, oui. Et du coup, pourquoi, justement, tu te jettes pas sur le premier mec qui a des bonnes compétences en code et qui peut t'aider à faire ton produit pour dire, allez, viens, deviens CTO, ça va, on verra comment ça se passe, tu vois. Parce que je pense qu'en fait, dès le début, on avait vraiment cette, vision, cette ambition de créer quelque chose sur le long terme. On savait que ça n'allait pas être facile, puisque bon, quand même en face de nous, on a des clients institutionnels, on a 4 marques connues mondialement qui sont là, qui ne viennent pas satisfaire le client, mais qui quand même elles sont là, elles sont établies. C'est quand même des bonnes machines de guerre, ils ont des moyens derrière. Mais bien sûr. Toi, tu peux aller toquer, bonjour, on est 3 et on a un petit MVP, c'est notre truc, on va vous montrer comment on fait. Coucou. Non, ils sont quand même, c'est quand même des boîtes reconnues mondialement. Et donc on se disait, il faut vraiment qu'on soit très aligné avec la personne qui va nous rejoindre, et que cette personne ait la même vision, ambition. Et c'est vrai que dans le monde des startups, il y a pas mal je sais pas si de fondateurs ou de personnes qui veulent plutôt faire un coup et se dire, je monte un truc, j'ai beaucoup de fonds, j'ai une grosse valo, je fais un exit. Ouais, c'est ça. Okay. Et nous, c'était... T'en vois beaucoup, ça? Oui, j'en rencontre. C'est pas forcément assumé. En plus, là, maintenant, les tendances sont en train de changer, donc, avec les entrées en bourse, on voit que ça change un petit peu, mais, oui, il y en a quand même. Autre point, c'est que on voulait quelqu'un qui est vraiment l'aspect international.
Bon, bah, Tristan, ça tombe bien. Il avait travaillé en Angleterre, en Inde. Avant Bangalore, il avait vraiment travaillé 2 ans en Inde, à Chennai. Après, il était basé à San Francisco. Il a fait plusieurs années. Donc, très bien. Donc voilà. Donc, on avait quand même des critères, genre non négociables, qui a fait que non, on ne s'est pas jeté sur le premier venu. Et du coup, après, tu trouves un associé avec qui t'es pleinement aligné, quoi. Oui, c'est ça. Après, on a quand même eu, on a eu beaucoup de discussions. J'imagine, oui. Voilà, on en a toujours beaucoup. Mais la base, elle est saine, elle est solide, moi, je voulais, voilà, je voulais, aussi le voir, comment il se projetait sur le business, et du coup, on a eu toutes ces discussions en amont, et ça s'est fait très bien. Aussi, c'était pas, tiens, rejoins-nous, et puis... Ouais, bien sûr. Non, on a eu beaucoup de discussions. Et du coup, j'imagine que c'est un truc qui est hyper aidant dans la suite, parce que t'as forcément quelques galères quand tu commences à monter une boîte, autant plus sur un sujet aussi compliqué. Tu sens que, ouais, cet alignement, il reste, parce que au début, tu te rends compte, c'est cool, tu vois, ça se passe bien, comme tu dis, on se tourne autour, c'est sympa. Après, il commence à y avoir des orages, et c'est à ce moment-là que ça peut péter si t'as pas même à un niveau humain, au niveau valeur, personnel, etc. Si t'es pas complètement aligné, ça peut être très compliqué, quoi. Oui, mais nous, on a toujours été alignés. Du coup, c'est pour ça que souvent, on dit, c'est quoi les plus grosses galères, tout ça. Je dis, oui, on en a eu, mais en fait, on était toujours d'accord sur le fond. Après, on est 3, donc je pense que c'est un très gros avantage aussi. Bah, ça peut être un avantage, comme ça peut être compliqué aussi, non? Vous avez commencé à 2, puis un troisième qui vous a rejoint. Il nous a rejoint très vite, pour le coup. Et puis, vu que quand même on construit un actif technologique, c'est pas... voilà, nous on ne voulait pas d'un CTO code, et puis nous on gère le reste. Non. Si t'as une vraie vision tech pour ta boîte, non, c'est pas possible. Oui, mais après, parfois je rencontre aussi des futurs entrepreneurs ou quoi qui disent oui, du coup on va prendre un CTO, mais on sent que il va pas être pleinement investi comme. C'est un peu pour ça que je te pose ces questions-là aussi, tu vois, parce que souvent quand t'es entre guillemets le commercial de l'histoire, tu vois, t'as toujours l'histoire du commercial et du profil tech, et que c'est toi qui a une idée, que tu veux un truc, t'as l'impression qu'il te faut une paire de mains qui vont coder. Non, nous il a un cerveau aussi, donc. Oui, bien sûr, il y a un cerveau qui code, tu vois. Il y a une vision. Mais il faut que ce soit, tu peux pas prendre n'importe quel mec qui code et lui dire viens faire le CTO, quoi. Bah non. Non, voilà, nous et d'ailleurs, Tristan, je l'appelle aussi souvent notre DRH, parce qu'il est hyper pointu sur tous les sujets RH, il a une vraie vision de ces sujets-là. Alors, moi, clairement, il m'a appris plein de choses. Moi, je viens du monde du cabinet d'avocats, donc... Ça change un peu, ouais. Changement de culture, là. Oui. Où là, pour le coup, faut un peu pousser les sujets humains, je pense. Et encore, moi, j'étais trop bien là où j'étais... C'est un cabinet d'avocats un peu cool, ce que je comprends quand même. Oui. Notamment par les sujets que tu traites, etc. Ah oui. Moi, il est super ouvert. Mon boss était super ouvert. Très entrepreneur. Il avait lui-même, c'était un Français qui avait bossé pour un très beau cabinet d'avocats. Après, il avait monté lui-même son cabinet d'avocats. Du coup, il avait aussi une crédibilité envers les entrepreneurs, et c'est quelqu'un qui se posait beaucoup de questions parce que oui, c'était son cabinet et il voulait que ça dure, que son cabinet marche bien. Donc, mais Tristan, c'était le niveau au-dessus. Benoît, il avait plus la vision vraiment grand groupe aussi, ou sur les résultats, tout ça, etc. Du coup, ça se combinait bien. Et donc oui, pour te dire, même quand on a eu on a eu des galères, mais franchement, à chaque fois, on s'appelle, on se pose tous les 3, on en discute. Le fait qu'on soit 3, nous, on voit ça comme un avantage. Maintenant, franchement, avec l'habitude, généralement, on est tous les 3 à peu près d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, je pense qu'il y a toujours de l'écoute. Il y en a pas un... Il y a de la régulation, quoi. Il y a de la régulation entre vous, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, il y en a pas un qui dit, c'est moi qui décide. Jamais. Franchement... mais c'est pas nos tempéraments. Et ça rend la vie facile, quand même. Oui. Du coup, oui, c'est entre guillemets t'as connu que ça. Mais ça aurait pu être horrible, potentiellement, si c'était pas le cas, quoi. Ah, c'est sûr. Mais j'y pense pas, ça. Mais, non, puis, après, par exemple, moi, parfois, je suis pas d'accord. Et je dis, je vous fais confiance. Voilà. Vous êtes 2 à penser ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Écoutez, j'ai peut-être tort. Je vous fais confiance. Ou l'inverse, on se fait, voilà, je pense qu'on se fait confiance. Et on n'est pas en train d'essayer, là, de se convaincre. Pas du tout. Ouais, c'est assez cool et apaisé, quoi. Ah oui. Je pense que l'équipe le ressent. Non, on s'est jamais engueulé. C'est trop bien. Ouais, en vrai, c'est ouf.
Et du coup, avec ce bel athlète, du coup, qui s'engueule jamais. Ça veut pas dire qu'on est, toujours d'accord. Oui, non, on a beaucoup de discussions. Tous les dimanches, on se parle 2 heures. Trop bien. Ouais, non, on a plein de discussions. Parfois, on n'est pas sûr de nous. On va beaucoup lire, rechercher, interroger d'autres boîtes, tout ça. C'est pas comme si on dit, ah, ok, d'accord. Enfin, non, il y a tout le temps des sujets, mais je pense qu'on a trouvé notre façon de les traiter. Je vois bien. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi un côté, tu vois, quand tu dis, je suis pas d'accord, mais je vous fais confiance. Il y a aussi un côté, tu laisses les autres se tromper aussi, quoi. Dans ce... mais moi j'ai tort, hein. Enfin, je suis pas du tout, généralement, d'ailleurs, c'est, sur les sujets RH, notamment recrutement, c'est plutôt moi qui ai tort. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, on a 2 personnes, qui sont vraiment clés, dans l'équipe. David, qui est notre lead back. Romain, qui est notre CRO, donc Chief Revenue Officer. Et les 2, je voulais pas qu'ils rentrent. Mais ils le savent, hein, c'est connu dans tout le monde. Et les 2, je sais pas, j'ai pas du tout le fit et tout. J'avais dit à Tristan et Benoît, mais c'est mort, je ne les veux pas. Et tout le monde dit genre, fais-nous confiance, si. Bon, aujourd'hui, on en rigole, mais si on m'avait écouté, enfin, c'est des personnes exceptionnelles. Je pense que la boîte, elle en serait pas là. Donc, okay. Je sais pas, mais d'ailleurs, je leur dis, franchement, sur les sujets RH, je vous fais plutôt confiance parce que moi, je suis très protectrice, donc je me dis, non, je pense que c'est pas la bonne personne, non, c'est pas assez bien, non, machin, donc je dis tout le temps non. Et alors eux, je pense qu'ils sont plus confiants, pour le coup. Ouais, tu vois. Mais du coup, c'est un peu la référence, genre, tu vas pas nous refaire comme David et Romain, fais-nous confiance. Ok. Mais du coup, ça m'intéresse, voilà, je vais faire un grand écart, hein, je te préviens. Mais une des raisons pour lesquelles on se parle aujourd'hui, c'est parce que t'as fait un énorme travail sur la culture de ta boîte. Vous avez des valeurs qui sont formalisées, vous êtes entreprise à mission, on va largement revenir là-dessus après. Mais justement, en théorie, le fait d'avoir travaillé sur la culture de ta boîte doit pouvoir t'aider à objectiver ce fit, tu vois. Et que ça soit plus juste un gut feeling qui, s'il est là, il est là. Oui. Tu vois. Mais du coup, est-ce que t'arrives à faire ça quand même ou pas? Oui, maintenant, oui. Alors, David, c'était notre 2e salarié, et Romain, je pense, ça va être le 6e. Donc, c'était quand même vraiment au tout début. Maintenant, oui, je fais moins d'erreurs aussi. Tu vas moins faire de recrutement, non? Non, pour le coup, on est toujours très impliqués dans... Et tu vas pouvoir le rester, je pense. Alors, maintenant, justement, David et Romain, par exemple, ils peuvent... Enfin, parfois, il y a des personnes qui... Enfin, alors, si on parle de recrutement, c'est encore un autre sujet, mais non, on ne fait plus tous les recrutements. On essaie quand même qu'à chaque fois, il y ait au moins un des fondateurs qui soit là en phase finale. Mais voilà, maintenant l'équipe, enfin il y a plein de gens, oui, qui sont là, et enfin je veux dire, si tout le monde est d'accord dans notre équipe, oui, on est d'accord, on va pas aller vérifier, on leur fait confiance. C'est plutôt, nous on va intervenir peut-être en dernier recours s'il y a peut-être un petit doute, ou si voilà, on se dit que cette personne elle va vraiment mener des équipes, etc. Donc c'est bien qu'on soit impliqué. Là, j'ai appris, on me l'a dit lundi, qu'on va atteindre la barre des 100. Oh. Dans ma tête, j'étais restée à 80. Donc, tu t'es pas rendu compte qu'il y a moins en moins de place dans les bureaux et de plus en plus de gens que tu connaissais pas? Non, mais on recrute pas mal à l'étranger aussi. Non, vu qu'on fait quand même pas mal de télétravail, on s'en rend pas forcément compte. Je vais voir ce soir, avec la soirée pour la série B. Les nouveaux sont invités. Ça, ouais. Oui. Donc, pour revenir sur les valeurs, pourquoi moi, enfin, après, Benoît et Tristan, ils ont fait beaucoup plus de recrutement, de management que moi avant. Donc, ils avaient plus l'habitude. Et quand je parle des personnes sur lesquelles je voulais mettre un veto, c'était vraiment au tout début. Bon, maintenant, j'ai un peu plus pris la main. J'ai beaucoup appris grâce à eux. Mais, donc, généralement, franchement, oui, maintenant, quand on voit des candidats, on est alignés. Okay. Franchement, on est alignés. Et du coup, justement, ce travail sur ta vous, à quel moment vous trois, vous êtes dit qu'il fallait le faire? Dès le début. Dès le début. Ouais. Bah, justement, enfin, dès qu'on avait nos premières discussions, juste les premières discussions qu'on a pu avoir avec Tristan, avec les premières personnes qui nous ont rejoints, à chaque fois on demandait c'était quoi les motivations, c'était quoi l'ambition. Donc bon, mine de rien, quand tu parles de ça, tu parles de culture. Et nos premiers moments d'équipe, souvent on s'asseyait avec un verre et on faisait un tour de table assez long en disant est-ce que chaque personne peut un peu prendre la parole et expliquer pourquoi elle nous a rejoints, c'est quoi ses motivations, c'est quoi les attentes, enfin qu'est-ce qu'on veut créer ensemble. On était pas beaucoup, on était je pense on était 6, 7 et on l'a fait jusqu'à qu'on soit, je pense, une bonne dizaine.
Et il y a beaucoup de choses qui revenaient à chaque fois. Et un jour, je me suis posée moi toute seule. J'ai dit, ok, il faut un peu formaliser ça. En fait, faut mettre des mots, je pense. C'est mon côté Sciences Po. Et en fait, du coup, j'ai écrit les 3 valeurs. Mais est-ce que t'as fait 2 parties de sous-parties ou pas? Non, ça c'est pas. Voilà, je m'en suis un peu détachée. Du coup, j'ai écrit les 3 valeurs. Donc, je pense que c'est ça. Et je les ai présentées à Tristan et Benoît. En fait, je pense que ce qui vraiment aligne tout le monde chez nous, c'est ces 3 dimensions. Après, elles peuvent un petit peu bouger, on peut un peu les interpréter, mais la base, elle est là. Et tous les 2, étaient d'accord en disant, bah ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc, mais vraiment, j'ai posé une table, t'écris considération, détermination, singularité. Oui, voilà. Enfin, je sais plus, faudrait que non, je n'ai plus ce papier, évidemment. Heureusement, je garde pas tous les papiers. Mais, non, je sais que oui, j'ai écrit, voilà, le care, enfin, j'avais écrit plusieurs mots, care, bienveillance, considérer les autres. C'était souvent considérer les autres. Après la détermination, le fait détermination, l'ambition, et après l'autre côté c'était oui, j'avais écrit j'avais pas écrit uniqueness parce que c'est Tristan qui a trouvé ce mot, mais j'avais écrit oui, la singularité. Je pense que le fait on pourrait en revenir sur cette valeur, mais qu'on respecte. Je t'avoue que ça m'intéresse, je veux bien savoir ce que ça veut dire. Ah, la uniqueness. Alors, parce qu'en anglais c'est care, grit et uniqueness, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. J'ai fait les 3 ou juste uniqueness? Alors moi c'est que c'est quand j'ai vu singularité que ça m'a okay. Enfin, les autres on les comprend à peu près, tu vois. Ouais. Parce que ça peut parce que ce qui est intéressant c'est pas juste le mot en lui-même, juste ce que ça veut dire singularité comme mot, tu vois. Mais c'est qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce qu'on en fait en fait en termes de comportement, en termes de prise de décision, etc. Alors, la uniqueness. En fait, nous, on voulait vraiment avoir une société où les gens sont eux-mêmes, ils sont pas en train de jouer un rôle, d'essayer un peu entre guillemets de se travestir pour faire semblant, mais on se disait bon bah du coup ça veut dire que nous, en tant que fondateurs de boîte, on assume parfois que oui, les gens soient différents, que bah oui, ils ne répondent pas exactement à ce que tu attends. Et ce qui était important pour nous aussi, pour justement aller assez vite dans les prises de décision, c'est d'avoir des gens qui soient à l'aise avec qui sont qui sont pas en train de se chercher pour nous c'est vraiment important que les gens se connaissent en fait. Tu cherches des gens qui sont déjà eux-mêmes alignés quoi. Ouais, c'est ça. Et donc donc c'est vraiment ça, c'est être aligné dans ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis. Et du coup ça montre une certaine cohérence plutôt que des revirements, parce que souvent c'est ça quand même dans les sociétés. Il faut un peu se fondre dans la masse. Oui. Dans le cabinet d'avocat par exemple. Oui. Bon. Moi, je l'ai pas trop vécu parce que j'étais dans une structure à part. Mais oui. L'image du cabinet d'avocat. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Le costume de la bonne couleur, la chemise de la bonne couleur. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Enfin, bref. Et on voulait vraiment, on voulait vraiment éviter ça. Et on pense aussi que quand les gens sont alignés, ils sont beaucoup plus respectueux envers les autres. Ils sont pas en train de juger. Déjà il y a ça. Ils sont pas en train de juger, de dire mais pourquoi lui il fait ça comme ça, tatati. Et également ils sont pas en compétition. Tout à fait. Donc ça c'est quelque chose. On veut pas de la compétition malsaine en disant moi je veux le poste comme lui, parce qu'en fait quand tu as des gens qui se ressemblent par leurs origines sociales, par leurs écoles, par leur job, par leur titre, même par leur tête. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu la guerre des clones, et puis tout le monde s'entretue, à la fin. Donc nous, on s'est dit, et d'ailleurs, tous les 3, on est quand même assez différents. En termes de parcours, oui. Ouais. De nos études, nos parcours, sur plein de sujets, on est très différents, mais du coup, c'est ça, je pense qu'on a chacun notre place, et on est pas du tout en train de se tirer la couverture, et on est plutôt en train de se réjouir. En fait, c'est ça qui est, ce que j'entends, ce que tu me dis sur l'alignement, c'est que quand t'es aligné avec toi-même, t'es pas en train d'essayer de prouver tout le temps aux autres que t'es mieux que c'est ça. T'as pas besoin, tu vois. Oui. Donc pour nous c'était super important. Mais donc quand on dit singularité, on veut que les gens vraiment s'assument eux-mêmes. Ce qui est pas facile. On dit on peut se dire oui, je me connais, je sais. Oui, mais bon, quand tu dois combattre certains réflexes aussi en disant quand je vais au boulot, il faut que je sois comme ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est comme ça que t'es éduqué, quoi. Oui. Donc nous, on leur dit, attends, si tu veux commencer à 10h, parce que tu as besoin de beaucoup dormir le matin, tu commences à 10h. Moi, je m'en fous, je veux juste que ce soit fait. Et donc, la contrepartie, c'est que finalement, on n'a pas tant de profils juniors que ça chez nous. Okay. Parce qu'on a besoin de gens qui ont déjà essayé, qui se connaissent, qui savent comment eux ils fonctionnent.
et qui soit pas là en train de venir, mais on est tous passés par là à dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Donc voilà. Donc, Ok, d'accord. donc on n'a pas beaucoup. Enfin, on a des alternants pour le coup parce qu'on pense que c'est bien quand même de former les plus jeunes, mais sinon on a très peu, enfin voire pas, je crois, de profils sortis d'école. On n'a pas. Ok, Ouais. d'accord. Et la contrepartie aussi, c'est de dire aux gens, bah tu te Prends en main, quoi. Bah ouais, ça c'est l'autonomie. C'est pas écrit dans les valeurs, mais c'est. Mais c'est un bon comportement bien valorisé, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et l'autre sujet, c'est que bah du coup quand t'es bien avec toi-même, je pense que tu t'intéresses plus aux autres, t'es plus ouvert. Voilà. Donc c'est ça la singularité chez nous. D'accord. Alors du coup là c'est un truc qui est très interne du coup. Et est-ce que ça impacte l'identité entre guillemets de Womenkind à l'extérieur aussi, tu vois, dans la manière dont ton discours, donc tu communiques, tu sers tes clients, il y a plein de choses, tu vois. Oui. Déjà nous quand on a commencé, en fait on allait toujours dans des événements du monde de l'immobilier et on était vraiment brandé en fait Womentain. Ok. Et à l'époque, donc déjà, il n'y a pas énormément de startups dans le monde de l'immobilier. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais quand nous, on le faisait, moi, j'ai déjà eu des réflexions en disant genre, quand même, le monde de l'immobilier, il y a des codes. C'est un peu sérieux, hein. Voilà, excusez-moi, ma petite dame, hein, mais là... Ouais, c'est un peu ça. Et donc, nous, on avait pris ce parti de dire, bah non, en fait, on assume, et bah oui, on n'est pas en chemise, on est en t-shirt, mais c'est pas une forme de... T'es pas venu avec le gros pull Womentain, comme ça? J'ai un petit pull à capuche, mais il est très joli. Il est très bien coupé, donc non, je mets pas, il faut que ce soit bien coupé, joli quand même. Mais quand même, hein. Mais, donc il y avait cet aspect-là de dire, on assume. Aussi, le mot start-up dérangé, à l'époque, vraiment. Ok. On a dit, on assume, mais on va expliquer ce qu'est une start-up. Donc, une start-up, en fait, il y a des définitions. On vous explique pourquoi. Donc, pourquoi on a fait beaucoup d'évangélisation, quoi. Ouais, on a vraiment pris le temps d'expliquer et en disant, oui, non, c'est pas un gros, enfin, ce n'est pas un gros mot. Maintenant, tout le monde trouve ça très cool, mais, 2017, c'est parce que c'était il y a pas longtemps, quand même. Oui. Okay. Mais ça posait, enfin 2018 hein, même. Dans l'immobilier, ça posait problème. Mais ça te dérangeait parce que, ils aiment pas les startups parce qu'ils ont peur, les startups. Non, je pense qu'il y avait une incompréhension. Et plusieurs fois, on nous disait, du coup, vous allez revendre. On disait, bah non, on peut créer des startups sur le long terme. Non, on va pas revendre là. Où c'était, oui, mais les startups, ça ne respecte pas les codes et tout. Si, enfin. Si ça les respecte pas, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi des fois. Oui, mais, donc on leur expliquait, mais tout le monde n'était pas comme ça. Hein, faut pas. Ouais, j'exagère pas, j'exagère là, mais oui, on a eu des, on a eu des retours négatifs parfois. On disait, bah franchement, on assume. Et si on utilise le mot startup, et après, pareil, quand par exemple un client, ça arrive, parle mal à quelqu'un de l'équipe, il faut l'expliquer en fait, faut pas se rabaisser, il faut leur dire bah non ouais, mais c'est moi, ok quoi. Ouais, hein. Et c'est ok de le faire. Oui, mais avec la forme etc. Mais je veux dire écoutez non je vous permets pas. Mais tu crées quand même un cadre du coup avec ces valeurs là, avec cette culture là qui permet aux gens de se sentir à l'aise à le faire. Oui. Ce qui va pas de soi en fait. Enfin tu peux te dire notamment si t'es pas le plus senior ou le CEO de la boîte. Tu te fais taper dessus par un client, bah tu t'écrases et voilà, non, moi j'ai des exemples, notamment côté Operation Manager, une personne s'appelle Aïssata, elle nous a rejoint en tant qu'alternante, maintenant elle a vraiment pris le lead dans l'équipe des opérations, elle traite avec tous nos plus gros clients, je sais qu'une fois, elle a renvoyé bouler un client qui avait super mal parlé, parce qu'en plus, bon, parfois, il y a quand même un peu de machisme et tout, ça, bah ouais, oui. c'est vrai, hein. Non, mais bien sûr. Et je lui dis bah t'as bien fait, enfin en fait bien sûr. Non mais c'est trop bien. Oui, et c'est trop bien qu'elle se sentit à l'aise à le faire, oui. C'est-à-dire que t'as fait ton taf entre guillemets pour créer le cadre dans lequel les gens se sentent, enfin vivent cette culture là quoi. Exactement. Bon après faut, et parfois on dit bon oui parce que parfois quand on part je sais pas, bon là on le fait moins, on l'a moins fait avec la situation sanitaire, mais on partait ensemble entre chacun qui met sa musique et tout, on fait bon la uniqueness, ok mais tranquille là, calmez-vous s'il vous plaît. Mais franchement je pense que c'est une bonne valeur et ça permet aux gens d'être eux-mêmes, de pas faire semblant. Ok. Et alors donc du coup donc dès le début tu fais ce travail-là, tu travailles sur tes valeurs, etc. Et donc très récemment je crois tu as franchi un autre pas, enfin vous avez franchi un autre pas chez Womentain, qui est de devenir entreprise à mission. Oui. Pourquoi faire ça au moment où tu viens de lever, de ce que j'ai un peu lu, tu veux aller chercher d'autres pays, d'autres marchés, etc. On en reparlera après. Enfin, tu vois, si je me fais l'avocat du diable, c'est, en fait, pourquoi on va se rajouter une énorme contrainte,
en termes de gouvernance, de logistique, il y avait beaucoup de choses qui vont à l'entreprise à mission, tu vas me raconter. Pourquoi faire ça maintenant et pourquoi le faire tout court? Alors déjà, pourquoi on l'a fait? Nous, on a pris connaissance de la loi Pacte. Quand même, on regarde ce qui se passe et on se disait finalement ça serait bien parce que ça viendrait formaliser ce qui existe déjà et ça nous pousserait à être certain que oui, il y a un certain cadre, qu'on le suit. Et c'est vrai que nous, dans notre façon de fonctionner, on aime bien impliquer et nos investisseurs, et nos sous-traitants, et les clients. Enfin, je pense qu'on essaie d'être à peu près maximum ouvert et inclusif dans tout ce qui est prise de décision. Et donc on s'est dit, en fait, ça c'est parfait, parce que du coup, il y aurait un comité de suivi où chaque partie serait représentée. Et vu qu'on veut quand même beaucoup grossir, avoir plein de projets, ça permettrait un peu de cadrer, de s'assurer que aussi ça fasse sens pour tout le monde. Donc je sais plus, je crois qu'on a pris connaissance, c'était un peu avant l'été 2020, et on a commencé à sonder l'équipe, les investisseurs, et tout le monde était très partant, on a dit oui, en fait, au final, vous le faites déjà, mais de façon un peu informelle, mais du coup ça pourrait être bien, parce que quand même, vu que ça va grossir, puis ça évite un peu des jalousies, genre lui il a été consulté, pas moi et tout. Au final, dès que vous avez un cadre, c'est bien. Et on commençait à ouvrir Londres. On s'est dit ça va, même si c'est une loi française, ça va un peu ruisseler sur nos filiales à l'étranger, et ça permettra aussi d'aligner, de donner du sens, de suivre les mêmes KPI partout. Donc ça s'est fait comme ça. Alors c'est plus exigeant que notre petite tambouille avant en interne, mais ça on aime bien chez nous. Ça c'est un truc, voilà. Parfois ça me fatigue, mais juste qu'on aime bien se dire on va prendre le top. Donc là on a candidaté pour Bicorp. Ok. Voilà, donc on se dit à chaque fois on va aller plus loin. Génial, mais on pas va simple à aller avoir. plus loin, on va aller plus loin. Et je pense que ça motive aussi l'équipe. Et puis certains candidats, nous on a des candidats qui nous rejoignent au début pour ces raisons-là, parce qu'ils se disent ça fait, finalement il y a pas mal de boîtes qui en parlent, pas beaucoup qui le font, et après je sens, on en discutait tout à l'heure, mais au final les gens voient si c'est sincère. On peut pas faire semblant. Et quand on l'a dit à l'équipe, on était même un peu déçus, puisqu'ils nous disent oui, ok, très bien, mais en fait ça va pas changer grand chose. C'était déjà le cas, quoi. Ouais. Donc on était tout excités là, ça y est, on va passer l'entreprise à mission. Et on se dit ok, ouais, c'est cool, d'accord, c'est bien. Ouais, très bien. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'est naturellement. Mais chez nous, ça se fait souvent naturellement. Mais en fait, il y a deux trucs que j'aime bien dans ta réponse, c'est le côté effectivement c'était déjà là. Oui. Et le fait, ça me donne juste donné un cadre pour le faire, tant mieux, tu vois. Ouais. Et le côté, t'en fais quand même un outil opérationnel quelque part, quoi. Oui, c'est ça. On va mesurer les mêmes choses, suivre les KPI, ça va unifier la manière dont on fait les choses à travers nos différents pays, etc. Du coup, c'est hyper cohérent, quoi. C'était pour ça. Et puis, oui, j'en ai pas parlé, mais l'autre truc, comme chez nous, c'est qu'on a plein de métiers très, très différents. Même dans la tech, chez nous, on a des profils qui font du hardware, du soft, la data. On a vraiment des profils très différents. Des métiers terrain, des métiers au bureau. C'est très hétéroclite. Et du coup, on se dit, ça va un peu permettre d'aligner. Donc là, voilà, on a lancé notre comité de suivi de la mission. Et la personne qui représente les collaborateurs, elle a vraiment la main, pour le coup. Ok. Vraiment. C'est pas, elle est pas guidée par les fondateurs. Non, pas du tout. Non. Peut-être autre chose à faire aussi, mais. Oui. Non, mais nous, on est. D'ailleurs, je t'avais proposé qu'elle soit elle qui parle. Oui, c'est vrai. Une autre fois, peut-être. Écoute, oui. Elle s'appelle Marine. Écoute, on va peut-être parler de ce podcast, du coup. Extraordinaire. Et franchement, elle a vraiment Ce serait intéressant de le faire, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, tu vois. Parce que là, vous avez fait votre premier comité de mission, c'est ça? Il a été décalé. Il va avoir lieu le 23 juin. Okay. Il a lieu, je crois, c'est le 19 juillet. Il a été décalé. Mais il y a quand même eu tout un travail en amont sur les KPI. Et est-ce que quand tu fais ce travail-là, parce que tu me dis donc à mettre un cadre sur des choses qui existent déjà, est-ce que aussi des nouvelles idées, des nouvelles choses qui émergent, parce que tu vois, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu décales aussi un peu ta manière de penser, quoi. Donc, est-ce que ça... Alors, nous, par exemple, pour tout ce qui était KPI de suivi, c'est elle qui a lancé des sondages, elle a lancé tout ça, du brainstorm. Est-ce que...
En fait, non, généralement, c'est des sujets qui sont déjà là. Ok. Il y a rien eu, donc je me suis dit, oula, ça c'est révolutionnaire, on n'y a jamais pensé. Non. Je crois pas. Après, c'est juste que c'est vraiment formalisé. Ok. J'ai Ça marche. réfléchi. Non, mais c'était pour voir si tu vois enfin, typiquement, c'est des trucs que tu fais, je sais pas, en facilitation, en coaching, des trucs comme ça, tu décales des trucs que tu peux faire pour générer de nouvelles idées, tu vois. Quand tu fais la facilitation, quand tu fais du coaching, des trucs comme ça, tu vas décaler la perspective. Et des fois, il y a des choses qui se produisent, tu vois. Et en fait, ce process, ça a quand même l'air d'avoir été hyper aidant pour vous. Donc là, je veux savoir si, en plus de ça, c'était un truc qui donnait de nouvelles idées pour ton business, qui avait d'autres effets inattendus et bénéfiques, tu vois. Pour l'instant, non, mais j'ai hâte de voir. Peut-être ça va venir. J'ai très très hâte de voir ce que va donner le comité, pour le coup. Ok. Et alors du coup, si on revient sur le sujet de ton marché, parce que c'est quand même, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, tu vois, d'aller prendre le marché le plus galère du monde, entre guillemets, et de se dire, allez, on y va, parce que bon, on va faire notre business là, quoi. C'est hyper osé, tu vois. Et en même temps, t'as un enjeu de différenciation hyper fort. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir une culture entreprise qui soit forte, c'est quelque chose qui t'aide à te différencier, Ah bah oui. Ouais. Mais parce que les clients nous l'ont déjà dit, ils voient la sincérité, la passion. Je pense que parfois on les saoule, on est tellement à fond tout le temps et tout. Et non mais l'idée c'est vrai que l'équipe fait la différence. Oui, les gens ils fake pas quoi, parce qu'ils sont vraiment. Ah oui, alors nous aussi on a pris le parti que tout le monde ait des BSPCE chez nous, que ce soit vraiment l'aventure de tout le monde. Et je pense pas que ce soit ça le vrai. Je pense pas que ce soit c'est pas l'élément financier qui va changer. Non, mais c'est une partie dans l'ensemble cohérent, en fait. Mais nous, je dis toujours, je veux pas de locataires, moi je veux des propriétaires chez nous. C'est ta boîte, c'est ton truc, et ouais, c'est comme le truc de la uniqueness. C'est toi, donc tu vas pas faire semblant. Bah là, c'est pareil, c'est ta boîte, tu te responsabilises, quoi. Donc, oui, non, je pense que ça, oui, les gens le voient, je pense dans la com, dans les échanges qu'on a, que c'est assez, c'est sincère en fait, c'est authentique, on fait pas semblant. Et on avait fait des exercices de coaching, là, de prise de parole, tout ça. Et le coach nous avait dit non mais attendez, en fait je vous explique. D'ailleurs très bonne boîte, punchy, très très bonne boîte, je conseille. Et nous avait dit non mais en fait votre plus grand atout dans cette boîte, c'est que vous êtes tous convaincus de ce que vous faites. Donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux, même si vous bafouillez, on s'en fiche. Oui, c'est pas le sujet quoi. Non, on s'en fout. Oui, parce que quand t'es convaincu, t'es en pleine puissance, tu vois. Oui. Tu racontes des trucs, ça se voit, ça se sent, t'as un drive derrière, quoi. Exactement. Et du coup, oui, effectivement, ça aide beaucoup, quoi. Ouais. Mais parfois, je pense parfois on se fatigue. C'est vrai? Même vous, entre vous? Non, moi j'adore, à chaque fois ça me rebooste et tout. Tu fais des afterwork jusqu'à 3h du matin, tu parles de nouvelles technologies d'ascenseur ou Non, mais on parle beaucoup du business, je pense, sur où est-ce qu'on pourrait aller chercher de la croissance. On est pas mal sur ces sujets-là. Alors on fait pas des afterwork jusqu'à 3h du matin, pour le coup. D'accord. Alors les gens en fait, on n'a pas de trucs institutionnalisés chez nous, contrairement à Non, mais c'était plus pour le côté quand tu te fatigues ou t'es à 3h du matin en soirée, t'es encore en train de parler de ton truc parce que t'es tellement passionné de ça, tu sais, c'est ce pote qui te prend, oui. Tu sais, t'as ce pote au fond de la salle qui parle toujours de sa boîte, tu vois. Oui, non, c'est plus quand je vois, il y a plein d'idées qui émergent et tout, à chaque fois, ou de projets, on dit, allez, c'est parti, on y va, bon, bref, je peux pas tout dire ici, mais franchement, on en a eu plein. Je dis mais c'est pas possible, on veut pas se calmer un peu là et non, tout le monde est toujours à fond et parfois je découvre des projets sur lesquels les équipes bossent un peu en parallèle ou des trucs et c'est trop bien. Voilà. Ok, trop bien. Et justement toi là-dedans, parce que dans cette effervescence, vous avez grandi très vite, c'est votre deuxième levée, je crois. Troisième et une levée en seed. Et enfin du coup toi c'est ta première expérience de management, de ce que je comprends. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? Ça dépend à quel moment. Alors comme je disais, j'ai la chance d'avoir Tristan et Benoît qui sont des très bons managers pour le coup, qui ont une vraie vision, je pense, des sujets RH, tout ça. Moi j'étais assez old school, je pense de par ma formation, de par tout ça. Et aussi, en tout cas, très rapidement, on a voulu formaliser tout ce qui était RH. Donc, on a mis en place des outils, des rituels. Donc, moi, ça m'a accompagnée et j'ai appris grâce à ça.
Bon après, je pense que je suis mieux aujourd'hui qu'il y a 2 Oui, ans. c'est Enfin, pas heureusement, je me le souhaite. Mais oui, au début, c'était pas facile. J'avais vraiment tout à apprendre. J'ai encore énormément à apprendre. Et c'est quoi tes grands apprentissages, justement, jusque-là, tu vois? Ouh, Ce qui t'empêche pas d'en faire plein d'autres par la suite, tu vois? Mais c'était un truc qui te marque, un ouais. moment où t'as changé de perspective. Je pense sur la culture du feedback, Ok. de faire plus de retours. Aussi, je pense de vraiment prendre le temps avec les gens. Donc nous, on fait toutes les semaines, on a des one-on-one avec nos équipes. De prendre le temps. Ce qui va assez bien avec la singularité, d'ailleurs. Ce qui va assez bien avec la singularité, du coup. Ouais. Et aussi de prendre le temps, je pense, de vraiment leur donner le cap, la vision, pour que eux s'en emparent et y contribuent. Voilà. Bon, après, attends, mais je pourrais en parler des heures. Oui, et c'est ce que j'ai appris, mais ça allait plutôt avec ma personnalité, c'est que quand ça va pas, il faut pas attendre, quoi. Ça, je pense que... Quand t'as tendance à mettre le truc sous le tapis et à attendre que ça se règle tout seul. Moi? Oui. Non, pas du tout. Non, justement, okay. C'est l'inverse. C'est un peu l'inverse. Et aussi, je pense apprendre à ce que rien n'est jamais parfait. Moi, j'avais un peu tendance à avoir tout le monde soit au top tout le temps. Puis quand tu fais du droit, t'as plutôt intérêt d'avoir un truc parfait, quoi. Oui, c'est ça. Là, non, tout n'est pas parfait et il faut aussi, je pense, le communiquer aux équipes en disant, en fait, vu nos enjeux, vu la croissance, tout ne peut pas tout le temps être parfait. Et moi, j'avais vraiment tendance avant à beaucoup le prendre sur moi, avoir beaucoup de culpabilité. Et bon, là, j'ai appris, je pense, notamment les derniers mois avec la levée de fonds, en fait, ça peut pas être parfait, et il y a des phases, et c'est comme pareil, les collaborateurs, ils sont pas tout le temps au top, et il faut accepter, enfin, bon, en plus avec les derniers mois, je trouve que chacun a bien pris, oui. Voilà, et bon, faut accepter, tout le monde ne réagit pas de la même façon, je pense que j'ai pas pris du recul, mais, je suis plus tolérante, je pense. Parce que tu peux être très exigeante et il y a ce côté tu projettes sur les autres ce que toi-même tu fais, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que c'est très fréquent quand tu manages au début, ça peut très bien se passer si t'as un manager entre guillemets qui est très bien, qui est comme toi, tu vois, et si t'es quand même très différent, ça peut être très compliqué. C'est justement à ce moment-là où tu prends beaucoup de recul. Et est-ce que justement le fait d'avoir une culture de boîte, tu vois, t'aides là-dedans, tu vois, parce que c'est aussi un moyen de dire voilà, les règles du jeu c'est ça. Oui. Là on est différent mais on rentre là-dedans, quoi. Ah oui, d'ailleurs, alors nous on n'est pas fan du mot management, très clairement, parce qu'on trouve que c'est très connoté. Tu parles de quoi du coup? Nous on aime beaucoup le principe de servant leadership. Ok, ouais, bien sûr. En fait, voilà, tu t'es là en appui pour tes équipes. On est très très fan du livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Alors, on est à fond là-dessus. Ah, vous avez essayé de devenir entreprise Opale ou écoute, d'ailleurs je l'ai amené aujourd'hui. J'en ai 2 exemplaires que je vais donner à 2 personnes dans trop l'équipe. bien. Il est là-haut. Oui, on le dit pas comme ça, mais oui, très très clairement, petite cellule, les gens ont leur budget, ils ont leurs objectifs. Oui, on est très 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 comme ça. Et donc du coup, on n'est pas dans des relations top-down. Ok. Pas du tout. Enfin. Donc on parle de management du coup, effectivement. On n'aime pas ce mot, alors parfois là, on parle plutôt des team leads, mais ouais, on veut vraiment éviter ce mode de fonctionnement. Enfin, on pense que aussi c'est pas en accord avec bien sûr. Le côté uniqueness. Non, le truc que tu donnes des ordres à l'autre, mais qui aime recevoir des ordres? Personne. Oui. Méfie-toi, hein, ça dépend des types de personnalités. Oui, bien sûr. Non, mais il faut donner le cadre. Tu la recrutes pas forcément. Exactement. Oui, alors pour le coup, on s'est séparé de personnes qui, selon nous, manquaient un peu de prise d'initiative, d'autonomie, et qui étaient vraiment très en attente. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est vraiment un état d'esprit. C'est un type de personnalité. T'as des gens qui rentrent très bien dans les cadres, et c'est très ok. Mais peut-être pas ici, quoi, tu vois. Non, chez nous, non. Très clairement, non. Et je comprends tout à fait. Et quand ça peut être frustrant, tu vois, quand toi-même t'es pas comme ça. Donc, c'est-à-dire t'as des gens qui aiment beaucoup qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, qui vont très bien l'exécuter. Ouais. Et t'as des gens qui, je sais pas, quelques équipes que j'avais avant dans le conseil, etc., j'étais là, en fait, fais les trucs, tu vois. Enfin, c'est tant des choses, c'est pas grave. Et des fois, ça les perturbe, tu vois. Enfin, là, mais je veux qu'on me dise quoi faire, je sais pas, Ouais, ça, mais en effet, We Maintain n'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais c'est très principe d'avoir une culture qui est forte. Oui, c'est clair. Et du coup, tu laisses rentrer, entre guillemets, ce qui est compatible, tu vois, ce qui est chargé de la même manière.
Et ce qui l'est pas, bah, ça reste naturellement à l'extérieur, quoi. Exactement. Du Et coup, puis tu ça perds se moins de sent. temps. Enfin, en vrai, ça se... Disons quand il y a des problèmes de fit ou je ne sais trop quoi, alors là, tout de suite, on vient nous en parler. C'est vrai? Ça remonte tout de suite, Oui, tout de suite. Ok. Enfin, je sais pas si c'était immédiat, non, peut-être pas immédiat, mais assez rapidement, on est au courant, quoi. Ok. Donc c'était plutôt bien, je pense. Oui, complètement. Et du coup, on parlait de Lalou et on parlait des entreprises Apple. Ouais. Il te reste quoi à faire aujourd'hui? Enfin, tu vois, tu dis tu veux aller vers ça, et concrètement, tu seras contente quand quoi? Mais je serai jamais contente. Tu seras jamais contente. Non. D'accord. Ok. Je ne serai jamais contente. Je pense que, pareil pour Tristan et Benoît, ils ne seront... Enfin, je pense qu'on est content. Enfin, quand on regarde aujourd'hui, on est content. Enfin, on a des personnes... Mais vraiment, je les trouve exceptionnelles. Enfin, bien meilleures que moi sur plein de sujets, d'ailleurs. Les gens, ils sont intelligents, c'est des bonnes personnes. Enfin, voilà, ils sont motivés. Donc... Je pense qu'ils vont tous écouter ce podcast, du coup, pour savoir tout le bien qu'ils Je disent. sais pas. Mais parfois, je me dis... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils écoutent. Je veux pas... comment dire, cultiver ce truc sur le culte du fondateur. Ouais. Voilà, donc parfois je leur partage pas d'ailleurs. Je me dis s'ils le voient, ils l'écouteront, sinon voilà. Et du coup, donc non, je ne serais bah non, tu peux jamais être content tu peux jamais être content Non mais tu veux toujours plus. Ouais, bien sûr. Tu veux toujours Non, bien sûr. Non, je suis très contente quand je regarde aujourd'hui, je me dis oui, tout n'est pas parfait mais franchement c'est bien. C'est quoi cette phrase? C'est je me regarde, je suis inquiet, je me compare, je me rassure quoi. C'est un peu ça. Ouais, bien sûr. Mais tu peux toujours faire mieux en RH. Enfin, tout ce qui est humain, tu peux toujours faire mieux, tu peux aller plus loin. Pour l'instant, c'est Lalou, et puis après, on verra, quoi. Après, non, c'est notre petite sauce à nous, quoi. Oui, j'imagine, enfin, oui, j'ai eu cette discussion plein de fois avec plein d'entrepreneurs sur ce podcast, tu prends pas ce qu'il y a dans le bouquin et tu le mets pas tel quel chez toi, quoi. Enfin, ça marche pas, ça. Non, c'est une philosophie, en fait. C'est ça. Complètement. Ouais. Ok. Et du coup, tu disais, ouais, même avec l'ALV, etc., je me rends compte que rien n'est parfait. Mais je te demande, est-ce que ce côté uniqueness, etc., cette culture qui va avec, c'est un truc auquel des investisseurs sont attentifs? Ou est-ce qu'ils ont juste regardé ta marge brute et ton compte de résultat et ils ont dit, ok, je pense que ça dépend lesquels. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'on a quand même pu choisir nos investisseurs à tous les tours. Trop bien. Ouais. Et donc, on est quand même très sensible à l'aspect humain, valeur, l'ambition du fond aussi. Enfin, je pense qu'on est très très sensible à ça. Parce qu'au final, c'est quand même des gens qui vont te porter ou non, ils ont quand même un impact sur le quotidien de la société. Et nous, on en parle. Enfin, je pense qu'on en parle ouvertement. Là, pour la levée, on a fait passer des entretiens à des investisseurs pour vraiment comprendre aussi eux leur parcours, leur motivation. On se dit bon, on va faire des boards ensemble, on va construire. On passe du temps ensemble. Ah oui, enfin ouais. Vraiment. Donc faut vraiment qu'on soit sûr et on n'achète pas un nom. Ça, je pense que chez nous, c'est. Tu veux pas juste dire on a fait rentrer, je sais pas, Baldarton ou je sais pas qui. Non. Je sais pas qui sont nos investisseurs, j'ai pas bossé jusque là. Oh. Mais ouais, c'est pas bien. Non, mais pas du tout. Non, franchement. Pas du tout. Enfin, ça aussi, ça fait partie du côté, je pense, un peu singularité, c'est que on regarde, on va vraiment creuser les sujets, on va pas s'arrêter à une étiquette, jamais. Okay. D'ailleurs, chez nous, alors, notamment côté recrutement, on ne regarde pas les écoles. C'est vrai? Non. C'est trop bien ça. Mais je sais même pas quelles sont les écoles des gens. Enfin, et après, j'en entends parler parfois et tout, mais non, franchement. Mais après, à l'inverse, parfois, je me dis, enfin, on a des gens qui viennent de belles écoles très reconnues, oui, mais pas du tout. Tu peux être très bon et avoir fait une bonne école, mais t'es pas très bon parce que t'as fait une bonne école, quoi. Oui, c'est ça. Et les gens qui ne parlent que de leurs écoles en entretien. C'est très relou, ça. Mais il faut arrêter à un moment donné, non? Enfin, tu me dis, tu recrutes des personnes qui sont un peu seniors, ça s'arrête à un moment donné, quand même, sûrement. Comment ça s'arrête? Bah, les gens qui parlent que de leurs écoles, je sais pas, t'as 10 ans d'expérience, t'arrêtes de parler de ton école, non? Non, peut-être pas. Je sais pas, peut-être que je les vois pas ceux-là, mais non, il y a des gens qui parlent beaucoup de leurs écoles. Moi, j'aime bien comprendre un peu les chemins de vie, enfin pourquoi parce que après par exemple, ça dépend de tout vient. Si tu viens d'un milieu très modeste et que oui, t'as fait HEC ou Polytechnique et tout, ah bah tu as un mérite. Mais quand tu viens du 8e, que t'as été je sais pas où à Franklin
Oui, bah c'est très bien, mais t'as beaucoup moins de mérite en fait. Donc nous, ce qui nous a, parce qu'en fait, tout le monde autour de toi, c'est comme les gens qui disent, je fais du piano. Ah, bah ouais, mais en fait tous tes copains autour de toi ils font du piano, donc chez toi il y avait un piano, donc ton mérite, il est un peu limité en fait. Non, parce qu'attends, c'est de raconter le pourquoi, tu vois. Oui, c'est ça. Pourquoi t'as fait ça? Justement, des gens qui ont, enfin, j'en ai vu comme ça, des managers, etc., qui venaient de milieux très modestes et qui avaient fait HEC, tu vois. Bah, ils vont pas passer 20 ans à te dire qu'ils ont fait HEC en général. Non, mais ils ont autre chose à raconter. Oui, voilà. Oui. Mais donc ça dépend, enfin bref, ça, nous, voilà, nous en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la cohérence, s'il y a des erreurs de comprendre aussi. Mais d'ailleurs je ne lis pas les CV. Mais parce que j'arrive aussi tout à la fin du process. Quoi. Donc oui, forcément. Donc je lis pas, je lis jamais. Ok, ça marche. Et alors j'ai encore deux trois questions. Tu vois, on disait tout à l'heure, t'as levé pour partir à l'international, pour repartir en Asie, je crois d'ailleurs. Alors du coup, attention, une grande question, est-ce que tu peux maintenir une seule culture d'entreprise dans une entreprise où il y a plusieurs cultures? Oui, alors oui. Alors, comment répondre à ça? En fait, justement, on a voulu avoir une culture d'entreprise assez forte, parce que vu que tous les trois on avait bossé à l'étranger, on savait très bien que sinon, t'as toujours l'excuse genre, ah oui, non mais ici, en Chine, ça se fait comme ça, aux États-Unis, ça se fait comme ça, non, c'est culturel, non, c'est machin. Sauf que, en fait, nous, dans notre culture, ce qu'on touche, il y a des choses, c'est universel. Tu vois, de vouloir être considéré, de l'ambition, enfin, c'est des choses, ça n'a rien à voir avec des cultures, régionales, liées à un pays, ça n'a absolument rien à voir. Donc, du coup, c'est d'autant plus pour ça qu'on a travaillé sur les valeurs, la culture. C'était aussi pour créer quelque chose de différent et ne pas avoir ces excuses genre ah oui non mais à Singapour on a toujours fait comme ça alors c'est comme ça. Bah ok peut-être mais en fait chez nous ça se passe comme ça. Donc c'est différent. Et jusqu'à aujourd'hui ça marche plutôt bien. Enfin on voit oui, il y a quand même des collaborateurs qui sont à Londres ou Singapour qui parfois nous disent mais franchement merci, enfin grâce à vous je revis quoi, Mais c'est des collaborateurs français que t'as envoyé là-bas ou c'est des locaux on a que des locaux. Donc. Ok, d'accord. Oui, on a fait le choix. Oui, ça fait vraiment partie de l'ADN aussi. On a vraiment fait le choix d'embaucher des équipes locales et de pas tomber dans ce travers je vais envoyer les meilleurs de l'équipe en France entre guillemets à l'étranger, ils vont ouvrir. Non, on s'est dit en fait, il nous faut des gens locaux qui portent les valeurs, la culture, qui vont savoir l'animer. Et eux, ce sera les meilleurs ambassadeurs, en fait. Parce que, justement, ils sont aussi de culture locale. Et donc, ils vont bien le porter. Et franchement, aujourd'hui, non, mais ça marche bien. Enfin, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va pas changer, pour le coup. Ah bah non, c'est hyper intéressant. Mais du coup, tu les trouves comment? Enfin, parce que, c'est pas depuis Paris que tu les trouves, si? Non, c'est souvent le réseau. Donc, quand on cherche, on le dit à nos investisseurs, à notre cercle, donc on fait passer le message. Et d'où l'intérêt d'avoir des parties prenantes, des investisseurs, etc., qui sont hyper résonnants avec toi, parce que du coup, tu sais qu'ils vont trouver des bonnes personnes qui te comprennent, quoi. Ouais. Donc c'est souvent comme ça. Et puis Byron qui gère Singapour, une fois je parlais à une amie qui a sa société aussi, je lui dis faudrait qu'on trouve quelqu'un chez Singapour, elle me dit j'ai le mec. Trop bien. Ah bon? C'est-à-dire elle fait, ah non, je pense que j'ai vraiment la personne parfaite, je connais bien votre société, j'ai le mec pour toi. Mais en fait c'est génial, c'est là que tu récoltes les fruits entre guillemets d'être clair sur l'identité de ta boîte, tu vois. Enfin, tu dégages une vibe que tout le monde dégage dans ton entreprise, dans ton discours, etc. Du coup, les gens peuvent te dire, je connais le mec. Oui. Si t'es une boîte qui, je sais pas, répare des ascenseurs et essaie de couvrir tout ce qu'on sait sur elle, bah, ça va jamais arriver, quoi. Oui, ou alors, quand t'es une marque reconnue, les gens viennent pour le nom ou quelque chose. Mais nous, ils viennent pas pour... Peut-être qu'un jour, ils viendront pour le nom, et ce qui est dégagé. Ça doit commencer à arriver, non? Oui, on en a. Enfin, c'est vrai qu'on nous. Peut-être pas au bout du monde, mais en France, ça doit arriver quand même. Oui, en France, on en a. Non, à l'étranger, on en a aussi. Ils me disent quand est-ce que vous allez venir, tout ça. J'ai vu. Ok, trop bien. Mais dès que tu lèves des fonds et que t'es un peu médiatisé, tu reçois 40 CV par jour, non? Oui, c'est pas moi qui les traite, mais oui, je crois qu'on en reçoit beaucoup. En général, il se passe ça, ouais. Oui. Et vous recrutez d'ailleurs en ce moment? À fond, ouais. Okay. Oui, là, c'est le gros de l'activité, là. Bah oui, on recrute. J'ai 2 entretiens cet après-midi. D'accord. Oui, tous les jours, j'ai des entretiens. Donc oui, on recrute beaucoup. On a des profils, aussi bien côté tech, mais ça, c'est plus Tristan, du coup, qui gère avec ses équipes. Moi, j'interviens moins, parce qu'il y en a,
on a plein d'autres sujets, on recrute des commerciaux, un managing director pour la France, enfin on a plein de profils. Ah ouais, tu vois, j'ai un managing director pour la France? Oui, parce qu'aujourd'hui on en a un pour Londres, enfin Angleterre, un pour Singapour. Et on aimerait bien que du coup que Paris opère aussi un peu de façon autonome, Ok. voilà, et qu'il y ait une personne pour animer ça. Et toi, du coup, toi et les fondateurs, vous vous placez comment par rapport à ça? C'est-à-dire Bah, en fait, dans la décision oui, parce que ouais, tu vois, je vois tout à fait le besoin d'avoir un managing director dans un autre pays, parce que t'es loin, faut prendre des décisions peut-être à terre où tu dors, tu vois, quelque chose comme ça. Mais tu vois, naturellement, je me serais dit, t'as pas besoin d'un MD en France, parce que vous êtes là et c'est vous qui le faites, quoi. Bah c'est justement ça le problème aussi, c'est que du coup on est très impliqué Dans la sur France, la et t'as France. besoin de cette prise de recul, du coup. Oui, Okay. et on aimerait être beaucoup plus impliqué sur Londres, sur Singapour, sur nos prochaines filiales. Et aujourd'hui on peut pas parce qu'on est toujours quand même des décisions à prendre ou quoi. Bon, on n'est pas tant sollicité que ça en vrai, ça va, tout le monde se gère, mais souvent parce qu'on est là géographiquement aussi. Donc parfois on se pose la question. Bon, là on va voir avec les mesures sanitaires, mais est-ce qu'on pourrait pas aller à Londres? En fait, avant que tout ferme, on s'était dit on va aller vivre quelques mois à Londres pour aussi du coup pas prendre du recul, mais montrer oui, il n'y a pas que Paris. Oui, dans ta volonté de créer un acteur mondial, tu peux pas être complètement franco-centré, quoi. Non. Ok. Et même là, du coup, sur les nouveaux profils qu'on embauche, on a notre VP Engineering, qui est français, mais il a bossé aux États-Unis. Je crois que ça fait 20 ans qu'il est en Allemagne. Donc on veut aussi des profils... Un peu international, ouais. Ouais, international. Ok. Trop cool. Et alors, du coup, ton rôle, toi, va encore changer. Et je pense que ça va encore arriver, toutes les nouvelles phases de croissance, parce que je dis, t'es parti pour avoir une ambition quand même très forte, pour Imelten. Est-ce qu'il y a des difficultés que t'anticipes, là, à l'aube, en gros, cette nouvelle phase que la levée, symbolise un peu, tu vois, pour faire de nouvelles choses, accélérer encore, aller dans plus d'endroits, vendre plus de choses, t'as besoin de beaucoup plus d'alignement, parce que t'as quand même de plus en plus de personnes. Et il y a aussi, du coup, t'as les anciens, entre guillemets, les nouveaux. Toujours le même problème, ça, pour le coup. Ouais, je pense. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, c'est quand même, c'est moins facile avant. Pour s'intégrer, etc. Tu mets tout le monde là, hop, au bout de 2 semaines, on est bon. Là, c'est un peu plus long, donc faut s'assurer quand même. Donc ça, on fait attention, mais que les gens suivent bien, sont bien onboardés. Pas trop se disperser non plus. Enfin, je pense qu'il faut rester focus. Surtout que chez nous, comme je te disais... Toujours de nouvelles idées, toujours une nouvelle chose à faire. Oui, parce qu'on fait beaucoup de R&D. Enfin, c'est pour ça qu'on a souvent des nouvelles idées, des nouveaux projets, parce qu'il y a beaucoup de R&D chez nous, et du coup, ça nous... Voilà, ça nous... Comment dire... Ça nous excite un peu. Ah oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Bon, faut quand même rester focus. Est-ce que parce que tu dois faire, tu vois. Il y a un peu les deux. Mais je pense, en fait, ce qui est chouette chez Maintain, c'est que chouette. Vas-y plus. Bon. Si, tu peux dire chouette. C'est autorisé, vraiment. Ce qui est sympa, c'est que les gens, ils aiment ce qu'ils font, ils font ce qu'ils aiment, donc ça s'auto-alimente un petit peu. Je sais très bien qu'il y en a qui pensent à des projets le week-end, tout ça. Mais d'ailleurs, la notion de week-end, autre sujet, mais bon, voilà. Donc quand même, les difficultés, oui, c'est d'avoir quand même d'être certain que tout le monde soit bien aligné, que oui, il y a quand même des réorganisations qui se font avec des nouvelles personnes qui arrivent. Tout le monde, on a eu 2 départs, tout le monde ne peut pas non plus vivre l'hypercroissance tout le temps. Okay. Je pense que oui, faut le savoir et faut l'assumer. C'est pas fait pour tout le monde tout le temps. Et quoi d'autre? Les difficultés? Dormir, je pense qu'il faut dormir. Ah oui, ça c'est bien. Non, ça c'est une bonne idée. Donc voilà, non mais c'est tout. Mais après, oui, il y a des sujets, je pense que nous, les difficultés que là, on va avoir, c'est pas des difficultés, mais ce qu'il faut anticiper, c'est aussi avoir des profils qui ont déjà fait. Parce qu'au tout début, tu veux des gens c'est la première fois qu'ils vont faire, ils sont... Là, on veut des profils qui ont déjà fait, qui du coup vont bien anticiper les potentiels problèmes à venir. Et qui savent exactement comment il faut dérouler. Voilà, je vois ça. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres sujets, mais le truc qui me vient, je te disais, ton rôle va évoluer. Oui. J'avais discuté avec c'est Jean Moreau, je crois, sur ce podcast, qui est le CEO de Phoenix, alors qui pour le coup ils sont pas une décacorne, donc je sais pas quoi, tu vois, mais il disait, c'est au début, quand t'es CEO et fondateur,
t'es joueur, après t'es entraîneur-joueur, après t'es sélectionneur, et après t'es président de club, tu vois. Et parce qu'il aime beaucoup le foot. Et je te passe les métaphores sur Mbappé, etc. Enfin, mais du coup, en fait, ouais, ton équipe, surtout qu'en ce moment. ton équipe change, et surtout en ce moment, on va pas en parler, c'est trop frais encore. Ouais. Et Je lui en veux pas. non plus. Et tout, je pense parce qu'on là, on enregistre, on est en juillet. Ouais. Je pense que d'ici le moment où le podcast sortira, les gens seront passés à autre chose, j'espère, et nous aussi. Faut être indulgent. Voilà, exactement. Mais du coup, ton rôle change et ton équipe change aussi, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'avant, avant, tu jouais avec, je sais pas, les mecs du PSG, avant qui est Qatar, et après, t'as recruté Mbappé, Neymar, etc. Ouais. Du coup, tu recrutes des cadres, des gens qui ont déjà fait, qui ont déjà l'expérience, etc. Et ça aussi, ça change pas mal de choses, quoi. Toi, dans ton rôle. L'entraîneur du PSG, là, d'ailleurs. Aujourd'hui? C'est pas, non? Ça a changé? Mais il a changé, non? C'était Mauro Pochettino, mais je sais plus s'il a changé ou pas. Ça a changé, je crois. Tu vois? Bref. Bref. Mais oui, ça change, notamment, alors, là, Tristan, CTO, son grand truc en ce moment, mais il a trop raison, il faut que nous, on apprenne aux team lead à coacher leurs équipes. Donc nous, on est coach de coach. Oui, mais il a totalement raison. Je te confirme, oui. Ouais, c'est exactement ça. Bon, sauf que moi, je suis encore pas mal dans l'opérationnel, donc j'attends que les coachs arrivent, et après, je vais les coacher. Mais oui, les rôles changent. Et après, on essaie de se faire accompagner aussi. Oui, ça, j'en ai pas parlé, mais on essaie quand même de se faire accompagner. On a par exemple, sur toutes les équipes tech, dev, on a un coach agile qui est là. Okay. Qu'on pense d'ailleurs utiliser pour les coachs, pour les sales et les opérations. Moi, je me suis fait coacher en perso. Oui, on a fait du coaching à un moment pour certains team leads. Il y a eu des formations pour les first time managers. Enfin, donc on met tout ça en place. Je pense on en a conscience. C'est assez partagé. Mais donc là, voilà, le truc, c'est coacher les coachs. J'ai pensé. Je sais que Tristan m'a envoyé la lecture, mais il faut que je m'en occupe. Trop bien. Écoute, j'ai une dernière question, qui est la question traditionnelle de la fin du podcast. C'est quel conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui hésite à passer du temps pour travailler sur sa culture entreprise? Voilà, je peux donner plein de conseils. Je pense qu'au final, c'est juste un gain de temps, justement. Au début, on peut se dire oui, c'est pas core business, c'est pas le plus important. Si, parce qu'au final, il y a tellement de problèmes opérationnels qui viennent de ce manque peut-être de valeur ou d'alignement. Et en fait, tout découle des valeurs, en fait. Enfin, c'est comment tu te traites entre équipes, comment tu traites tes clients, la motivation. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des très fortes attentes de la part de chacun sur pourquoi on rejoint une société, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, le conseil, c'est de sortir la tête du guidon, même si c'est facile à dire, hein, et de se poser des questions, peut-être de commencer par soi en fait. Pourquoi je crée une société, qu'est-ce que je vais en faire, et si il y a des motivations du style je veux revendre sous X mois et tout, au moins que ce soit clair et partagé. Ouais, mais je pense que c'est bien quand c'est communiqué, que c'est clair. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je te propose qu'on s'arrête là du coup. Parfait. Et écoute, un grand merci et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.